Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le système monétaire international. Par système monétaire international, il faut comprendre l'ensemble des règles, des mécanismes et des institutions comme le FMI, la Banque mondiale notamment, qui visent à organiser et à contrôler les échanges monétaires entre les pays. Un système monétaire international a donc trois grandes fonctions: l'organisation des échanges de monnaie, le règlement des échanges internationaux et l'ajustement des balances des paiements. Revenons dans un premier temps sur le système monétaire de Bretton Woods. Au début du XXe siècle, la période est caractérisée par une forte instabilité du système monétaire du fait des très nombreuses dévaluations pendant l'entre-deux-guerres et du fait de la crise de 29. Ainsi, en 1944, un nouveau système monétaire international voit le jour. Ce sera un système de change fixe organisé autour du dollar américain. Ainsi, les différentes devises comme la livre sterling ou le franc français sont reliées au dollar américain, lui-même relié alors au taux fixe de 35 $ l'once d'or. Il est toléré une petite marge de fluctuation de plus ou moins 1% autour de la parité fixe. À cette époque, les États-Unis s'engagent à échanger contre de l'or les dollars excédentaires détenus par les pays satellites. Peu après la création de ce système monétaire, un paradoxe est souligné. Le dollar doit rester convertible en or, ainsi sa création devrait être limitée. Cependant, le dollar doit permettre de faciliter les échanges internationaux. Pour cette raison, il doit être abondant. Cependant, cette abondance entre en contradiction avec la parité fixe avec l'or. Dans les années 50, on constate à la fois un essor du commerce international et parallèlement une augmentation du volume de dollars en circulation. Les années 60 vont progressivement marquer la fin du système de Bretton Woods du fait d'une contestation de la domination américaine, étayée par un déficit de la balance des paiements, une économie en guerre ayant un déficit budgétaire, la montée de l'inflation aux États-Unis et un pays qui va perdre au Vietnam. Ainsi, les pays satellites n'ont plus confiance dans l'économie victorieuse et auréolée de l'après-guerre. En effet, la masse de dollars en circulation a augmenté de manière bien plus que proportionnelle par rapport au stock d'or. Il est donc devenu impossible de maintenir la convertibilité du dollar en or. On assiste alors à une crise généralisée de confiance dans le dollar qui va entraîner la fin du système de Bretton Woods en août 71 et donc la fin des changes fixes dans le monde. À partir de cette époque, le système monétaire va basculer en change flottant. Cherchons maintenant à comprendre la différence entre système de change fixe et système de change flottant avec leurs avantages et inconvénients. Dans un système de change flottant, la valeur de la monnaie se détermine par l'offre et par la demande sur le marché. On retrouve ainsi le yen, l'euro, le dollar notamment. Illustrons ici un inconvénient majeur du change flottant. En 1979, la parité dollar-franc est à 4,50. En 85, elle passe à 10 francs 20 et en 90, elle est à 5 francs. On note ici la très forte volatilité possible d'une monnaie lorsqu'elle est en change flottant. Par contre, le gros avantage d'un change flottant est que la Banque centrale n'a pas à se préoccuper d'une parité officielle que devrait avoir la monnaie. Ainsi, la politique monétaire est intégralement dédiée à deux objectifs internes qui sont lutter contre l'inflation et stimuler l'activité économique. En résumé, le plus gros inconvénient est la grande volatilité de la monnaie qui peut générer des externalités sur les autres économies du monde, et le principal avantage, en prenant l'exemple du dollar, aucune parité officielle n'est à respecter, donc toute la politique monétaire de la Fed est utilisée exclusivement à des fins internes. Expliquons maintenant le principe des changes fixes en prenant pour exemple le système monétaire européen qui a précédé l'euro. Comme dans le change flottant, on retrouve des mouvements d'offres et de demande sur le marché liés au paiement des importations et des exportations libellées en Deutschmark, peseta, franc français, lire italienne notamment.
mais en plus, dans un système de change fixe, chaque monnaie est reliée aux autres par une parité fixe. Ainsi, la dernière parité entre le franc et le Deutschmark était pour nous à 3,35, avec une tolérance à plus ou moins de 25 autour du cours pivot. Le gros avantage d'un système de change fixe est qu'il présente moins de risques de fluctuation pour les partenaires du commerce international. L'inconvénient est qu'il entraîne plus de contraintes pour la Banque centrale. Tout d'abord, un objectif externe de maintien de la parité de sa monnaie vis-à-vis des autres. Parallèlement, deux objectifs internes qui restent la lutte contre l'inflation et la stimulation de l'activité économique. Poursuivons notre explication au travers de 4 graphiques. L'objectif est ici de placer le vocabulaire correspondant au graphique et au type de change. On a ainsi à placer les termes réévaluation, dévaluation, appréciation et dépréciation, qui peuvent être en change fixe ou en change flottant, à savoir avec une gouvernance par le marché ou par la Banque centrale. On retrouve ici l'appréciation d'une monnaie, ici la dépréciation. Ce graphique correspond à une réévaluation et celui-là à une dévaluation. L'appréciation ou la dépréciation correspondent à les mouvements de monnaie en change flottant, c'est-à-dire dont la valeur provient de l'offre et de la demande sur le marché. A l'inverse, une réévaluation et une dévaluation ne sont possibles qu'en change fixe et décidées par la Banque centrale. Ainsi, depuis sa mise en circulation en 2002, l'euro s'est globalement apprécié par rapport au dollar, et à l'époque du SME, le Deutschmark a été de nombreuses fois réévalué alors que le franc français a été dévalué. Le triangle d'incompatibilité a pour objectif de mettre en évidence qu'il n'est pas possible d'être à la fois dans un monde où les capitaux seraient mobiles, d'avoir une politique monétaire efficace et d'être en change fixe. Si par exemple la France a un problème d'inflation, elle va utiliser sa politique monétaire en élevant son taux directeur, ce qui va, puisque les capitaux sont mobiles, attirer des capitaux dans l'économie, entraînant par là même une hausse du taux de change, ce qui n'est pas possible en change fixe. En résumé, depuis le début des années 90, date de la mobilité internationale des capitaux, si une économie souhaite avoir une politique monétaire efficace, alors elle ne peut plus être en change fixe. Rappelons le lien entre taux d'intérêt et taux de change. Admettons que les taux d'intérêt soient passés de 1 à 5,25 aux États-Unis et qu'ils soient restés à 1% en Europe. Ceci serait de nature à entraîner un mouvement de capitaux depuis l'Europe vers les États-Unis, sollicitant une demande de dollars contre une offre d'euros avec une appréciation du dollar. Ce qui est possible en change flottant, mais qui n'est pas autorisé en change fixe où il faut respecter la parité. Observons dans ce graphique l'évolution du dollar vis-à-vis de l'euro, du yuan ou du yen entre 2000 et 2006. On constate ici sur la courbe bleue une tendance à l'appréciation de l'euro. Sur la courbe marron, une tendance à la dépréciation du yen. On ne constate par contre pas de fluctuation entre le yuan, la monnaie chinoise, et le dollar. Ceci s'explique du fait de l'ancrage du yuan sur le dollar américain. L'ancrage signifie que la valeur du yuan n'est pas déterminée librement par le marché, par l'offre et la demande, mais que la Banque centrale chinoise calque sa politique monétaire sur celle des États-Unis. L'objectif pour la Chine est d'éviter une perte de compétitivité du fait de l'appréciation potentielle de son taux de change. Ce graphique représente l'évolution du dollar vis-à-vis du yuan chinois entre 2004 et 2014. On observe dans un premier temps l'ancrage jusqu'à avril 2005, puis l'abandon de cet ancrage jusqu'à août 2008. Le yuan chinois va alors s'apprécier de 21% sur cette période. Cependant, face à la forte appréciation du yuan et à la dépréciation du dollar dans la même période du fait de la crise des subprimes, la Banque centrale chinoise va à nouveau décider d'un nouvel ancrage sur la période août 2008 jusqu'à 2011. Dès lors que la Banque centrale chinoise cesse son ancrage, le yuan reprend tout naturellement sa tendance à l'appréciation. D'une manière générale, il faut considérer l'ancrage comme une stratégie protectionniste qui vise à favoriser les exportations d'un pays, la Chine en l'occurrence, et ici à empêcher le yuan de s'apprécier.
Analysons maintenant les objectifs recherchés lors d'une dévaluation. Ils sont doubles. D'une part, désarmer la spéculation vis-à-vis de la monnaie et d'autre part, rétablir la compétitivité des produits nationaux par rapport aux produits étrangers. À noter que la dévaluation ne peut intervenir qu'en système de change fixe. Illustrons ici par un exemple. Admettons dans la situation 1 que la livre sterling soit à 10 francs. Un produit anglais exporté 10 livres se paierait donc par un français 100 francs. Admettons que le Royaume-Uni ait un problème de compétitivité, qu'il dévalue avec une livre à 8 francs. On a alors une double conséquence. Chaque produit anglais exporté se paiera 80 francs pour un français, et à l'inverse, toute importation d'un produit français coûtera 12 livres 50 pour l'anglais. Étudions ici les conséquences d'une dévaluation de manière plus complète. Une économie ayant un déficit de son commerce extérieur décide de dévaluer. La conséquence en est la hausse des exportations et donc la hausse des revenus dans l'économie. Ces revenus vont se porter sur le marché des biens et des services et ainsi stimuler la demande vraisemblablement au-delà de l'offre. Deux conséquences sont alors possibles. Soit il y a un risque d'inflation, soit l'économie va importer les produits manquants. Mais les deux solutions proposées ne viennent pas corriger le problème initial. Une augmentation de l'inflation va entraîner une perte de compétitivité défavorable pour les exportations. Et solution B, en important, je vais à nouveau creuser mon déficit extérieur. Le mécanisme conduit donc à une impasse. Il sera donc nécessaire d'accompagner la dévaluation par une politique économique pour freiner la demande sur le marché des biens et des services. Pourquoi toute dévaluation est-elle en général accompagnée d'une politique de rigueur? Illustrons. Graphiquement, une courbe de dévaluation correspond à une forme de grand J majuscule avec deux phases. Une phase A dans laquelle le déficit commercial va se creuser du fait du renchérissement immédiat des importations. Puis une phase B qui correspond à une amélioration du commerce extérieur du fait d'un mouvement de substitution avec une préférence aux produits nationaux plutôt qu'aux produits importés. Le redressement est cependant assez long, entre 18 mois et 2 ans, obligeant parfois certaines économies à nouveau à dévaluer. Par ailleurs, il faut noter que bien souvent, les exportateurs profitent de la dévaluation pour accroître leurs marges. Aussi, pour réussir, toute dévaluation doit être accompagnée d'une politique de rigueur passant par un blocage des prix et un blocage des revenus. Illustrons pour le cas de la France. Entre 1949 et 1986, le franc a été dévalué de nombreuses fois. 34% par rapport aux marques sur la décennie 70, puis à nouveau globalement 30% jusqu'à 1986. En réalité, ces procédés de recherche de compétitivité ont plutôt été des échecs relatifs. C'est pourquoi, à partir du milieu des années 80, la France va s'engager dans une stratégie de désinflation compétitive, ce qui signifie gagner en compétitivité en maîtrisant mieux les prix et les coûts, stratégie qu'elle va substituer à celle de la dévaluation. Depuis les 30 dernières années, le système monétaire international a connu de très nombreuses crises, que ce soit dans le cadre du système monétaire européen, ou encore au Mexique ou en Asie par exemple. Bien souvent, l'origine de ces crises provient de la très grande volatilité des taux de change, mais aussi au fait que, pour la plupart, les monnaies de ces pays sont ancrées au dollar américain. Le système monétaire international mérite donc d'être réformé. La première raison justifiant de réformer le SMI provient de la montée des déséquilibres monétaires, notamment l'instabilité des taux de change, les déséquilibres des balances courantes, l'accumulation de réserves importantes notamment sur la zone Asie, avec pour conséquence des déséquilibres financiers à l'échelle de la planète, notamment la montée de bulles spéculatives. Ainsi, réforme de la régulation financière et réorganisation du système monétaire international doivent-ils être traités simultanément. La deuxième raison provient de la nécessité d'adapter le système monétaire international à une économie mondiale dont le centre de gravité s'est nettement déplacé sur l'Asie et la Chine notamment. Ainsi, un système monétaire international basé majoritairement sur le dollar américain ne convient plus à la réalité de l'économie mondiale.
Ce thème est terminé, vous retrouvez ici les ressources à votre disposition, l'adresse académique sur l'Académie de Nantes, le blog ainsi que les 2 chaînes YouTube et parallèlement un cahier d'exercices comprenant 60 exercices types de gestion vous permettant de vous entraîner pour vos examens et pour les concours de l'éducation nationale. Bon courage!